22 000. C'est le nombre de nouveaux emplois créés aux États-Unis en août dernier. Quand on compare ce chiffre aux 330 millions d'habitants du pays, ça paraît presque insignifiant. Et même après correction, les statistiques révèlent qu'en réalité plus de 911 000 emplois ont disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, les mensualités de crédit immobilier sont aujourd'hui presque 2 fois plus élevées qu'avant la pandémie. Pour la classe moyenne, la vie en Amérique ressemble de plus en plus à un jeu de survie grandeur nature, orchestré par l'oncle Sam lui-même. Les grandes villes, autrefois synonymes de prospérité et de réussite, montrent désormais un autre visage. Des alignements interminables de tentes de fortune, formant une véritable ville parallèle d'habitants sans logement. Une nouvelle version du rêve américain s'est imposée. Travailler 2 emplois, gagner un salaire à 6 chiffres, mais être malgré tout incapable d'acheter sa propre maison. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler du rêve américain idéalisé, celui qu'on affiche sur les cartes postales. Nous allons nous pencher sur 10 villes au bord de l'effondrement, là où le marché du travail se dégrade et où le logement devient un luxe inaccessible. San Francisco, Chicago, Miami, New York, mais aussi d'autres noms inattendus, chacune a sa propre histoire, mais toutes racontent la même réalité. Travailler plus, gagner moins, et payer toujours plus cher pour un toit en mauvais état. La question est simple. Votre ville fera-t-elle partie de la prochaine étape de cette carte du déclin? Numéro 10 San Francisco, du joyau à l'ombre. Il fut un temps où San Francisco brillait comme le joyau de l'Amérique. Dans la Silicon Valley, il suffisait d'un clic pour qu'un étudiant en dortoir devienne millionnaire. Mais en 2025, cet éclat s'est fortement terni. D'après un rapport du Milken Institute, la ville est passée en quelques années de la 27e à la 126e place du classement des grandes puissances économiques. Ce n'est pas une simple baisse, c'est une chute vertigineuse. Entre 2020 et 2024, la région de la baie a perdu plus de 85 000 emplois dans la tech, alors que des géants comme Oracle, HP et des centaines de startups ont déplacé leurs sièges sociaux vers le Texas ou la Floride. Les gratte-ciel qui illuminaient jadis la nuit entière ressemblent aujourd'hui à des immeubles fantômes, recouverts d'enseignes à louer. Une simple promenade sur Market Street suffit pour comprendre. Boutiques fermées, cafés poussiéreux, bureaux vides. Ce qui était vu comme un privilège, le télétravail, est devenu le coup fatal pour le centre-ville. Quand les ingénieurs n'ont plus besoin de se rendre au bureau, c'est tout un écosystème de restaurants, laveries et services de proximité qui s'effondre avec eux. Le paradoxe le plus cruel reste celui du logement. Un studio minuscule, à peine assez grand pour un lit et un bureau, se loue encore 3 000 $ par mois. Pour ce prix, au Texas, on peut obtenir une maison spacieuse avec jardin. À San Francisco, on n'a droit qu'à un coin exigu, bercé par le vacarme des tramways au petit matin. Daniel, ingénieur logiciel, rêvait de bâtir sa carrière dans la Silicon Valley. Mais quand son entreprise a déménagé à Austin, son salaire est resté le même, tandis que le loyer dévorait tout son revenu. Résultat, il a dû s'installer en colocation dans la banlieue avec 3 amis. Le rêve technologique est devenu une mauvaise blague, dit-il. On écrit le code du futur, mais on n'arrive même pas à payer le présent. Et son cas est loin d'être isolé. Les emplois partent, les salaires stagnent, mais les loyers s'envolent toujours, comme si l'on vivait sur Mars, en manque d'oxygène. Certains habitants surnomment désormais ironiquement la ville Silent Valley, silencieuse parce que les bureaux sont vides, les commerces fermés, et que le rêve de la tech s'est éteint. Qui reste encore? Les ultra-riches s'envolent vers Malibu ou Palo Alto. Les plus pauvres sont repoussés loin dans les banlieues. Et coincés entre les deux, une fragile classe moyenne tente de survivre sous le poids de loyers délirants et de l'incertitude permanente de perdre son emploi. San Francisco incarnait autrefois l'avenir des États-Unis. Aujourd'hui, elle illustre une dure leçon. Quand une ville mise tout sur une seule industrie et laisse le coût du logement dépasser toute logique, l'effondrement n'est plus une hypothèse, mais une certitude. Et si le cœur technologique de l'Amérique vacille ainsi, comment les vieilles cités industrielles pourraient-elles tenir debout? Numéro 9 Chicago, le poumon industriel qui s'essouffle. Si San Francisco symbolisait la technologie, Chicago représentait le cœur battant de l'industrie américaine. C'était la ville où le sifflement des trains se mêlait au fracas des aciéries, où la rivière voyait passer des barges pleines de charbon et de blé. Mais en 2025, ce battement de cœur est devenu irrégulier. En 5 ans, la région de Chicago a perdu plus de 120 000 emplois dans la fabrication et la logistique, des entreprises ayant délocalisé leurs usines à l'étranger ou vers des États du Sud moins coûteux. Les aciéries du Southside ne sont plus que des carcasses rouillées envahies par les herbes folles. Même la finance, autre pilier de la ville, chancelle, Citadel et d'autres fonds d'investissement majeurs ont déménagé en Floride. En se promenant dans le Loop, le quartier financier de Chicago, le décor rappelle San Francisco. Tours bardées d'affiches à louer, restaurants historiques fermés depuis des mois. Une étude récente montre que le taux de vacances des bureaux atteint 22%, un record absolu pour la ville.
On pourrait croire que ce déclin ferait baisser les prix de l'immobilier. Mais c'est tout l'inverse. En 3 ans, les loyers ont bondi de plus de 25%. Pendant que les salaires des ouvriers et des employés de bureaux stagnent, un appartement de 2 chambres au centre-ville se loue désormais 2400 $ par mois. De quoi pousser de nombreuses familles ouvrières du Midwest à fuir la ville. Maria, employée dans une usine de transformation alimentaire, en est un exemple. Quand son usine a fermé, elle s'est retrouvée à travailler à temps partiel dans un supermarché. Dans le même temps, son loyer dans le quartier de Pilsen a augmenté de 400 $ par mois, soit plus de la moitié de son revenu actuel. « Je suis née à Chicago », raconte-t-elle. « Mon père travaillait dans une aciérie. Aujourd'hui, je dois envisager de partir en Indiana, juste pour pouvoir payer un toit. C'est comme être arraché à ma propre terre. » Chicago est surnommée la ville des ponts. Mais aujourd'hui, c'est surtout le pont qui relie emploi et niveau de vie décent qui semble s'être écroulé. D'un côté, un marché du travail qui s'amenuise. De l'autre, des loyers toujours plus élevés qui étranglent la classe moyenne et les ouvriers. Résultat, chaque année, des dizaines de milliers d'habitants quittent la ville, laissant derrière eux des quartiers de plus en plus vides et silencieux. Autrefois, Chicago incarnait à merveille le rêve américain de l'immigrant travailleur. Persévérance, sobriété et ascension sociale. Aujourd'hui, elle fait figure d'avertissement pour toutes les anciennes cités industrielles. Quand le cœur cesse de pomper le sang, c'est tout le corps qui finit par dépérir. La grande question reste en suspens. Chicago saura-t-elle inverser la tendance ou continuera-t-elle à perdre ses habitants au profit de villes plus jeunes et plus abordables? Et si le cœur industriel de l'Amérique s'essouffle, qu'en sera-t-il d'un paradis tropical comme Miami, lorsque le coût de la vie le transforme en cauchemar immobilier? Numéro 8 Miami, le rêve tropical devenu mirage. Le simple nom de Miami évoque l'air marin, la musique latine, le soleil éclatant et les bikinis de South Beach. Un décor de carte postale, presque un fantasme de vacances. Mais pour ceux qui vivent ici depuis toujours, ce paradis ressemble désormais à un hôtel de luxe où ils n'ont plus accès qu'au hall d'entrée. Depuis la pandémie, les loyers ont bondi de plus de 50%, faisant de Miami l'une des villes les plus inabordables des États-Unis. Un simple appartement d'une chambre coûte en moyenne 2700 $ par mois, plus de la moitié du salaire d'un enseignant, d'un policier ou d'une infirmière. Et ce chiffre ne prend même pas en compte l'assurance habitation. En Floride, État constamment exposé aux catastrophes naturelles, les primes flambent à tel point que, dans certains quartiers, elles dépassent même les mensualités d'un prêt immobilier. Pour beaucoup de familles, rien que cette assurance suffit à transformer le rêve d'être propriétaire en illusion. Face à cette réalité, des milliers de travailleurs essentiels sont contraints de s'installer en périphérie. Aller travailler n'est plus un simple trajet quotidien, mais une épreuve d'endurance. Certains passent 2 à 3 heures chaque jour dans les embouteillages pour rejoindre le centre. Et pendant que le coût de la vie explose, les emplois ne suivent pas. En 2024, la région de Miami-Dade a perdu plus de 30 000 postes dans l'hôtellerie et la restauration, victime à la fois de l'entreprise du tourisme et de la hausse des coûts. Les petits restaurants, autrefois animés par l'afflux des visiteurs, ferment les uns après les autres. Les secteurs de l'éducation et de la santé manquent de bras, les salaires n'étant plus suffisants pour couvrir les loyers. Miami est devenue une terre promise pour les riches venus d'autres États et pour les investisseurs étrangers. Pendant la pandémie, des milliers de New-Yorkais et de Californiens ont afflué, achetant des biens immobiliers comme on achète des billets de loterie. Les fonds d'investissement ont transformé la ville en coffre-fort de briques, laissant des logements vides uniquement pour en préserver la valeur. Et au milieu de tout cela, les habitants de souche, l'âme même de Miami, se voient progressivement exclus. Jadis porte d'entrée vers le rêve tropical américain, la ville ressemble aujourd'hui à un casino en bord de mer. On peut y rester, mais seulement si on décroche le jackpot. Une question cruciale se pose. Comment une cité peut-elle fonctionner quand ses professeurs, ses pompiers, ses infirmières ou ses serveurs ne peuvent même plus y vivre? Et si Miami étouffe sous la chaleur du climat et des loyers, New York, elle, gèle sous le poids de l'inégalité. Numéro 7 New York, l'icône de l'inégalité. New York, la ville qui ne dort jamais. Mais savez-vous qui y dort le plus? Pas les milliardaires qui sirotent du vin au sommet des gratte-ciel de Manhattan, mais les millions de locataires contraints de sacrifier plus de la moitié de leurs revenus juste pour avoir un toit correct. Près d'un tiers des New-Yorkais sont aujourd'hui considérés comme surchargés par le loyer. Une bonne partie de leur salaire part directement dans le logement. Et en parallèle, New York est la ville qui concentre le plus de milliardaires aux États-Unis, plus de 120 y résidents. Un paradoxe amer. Plus les lumières de Times Square brillent, plus le fossé entre riches et pauvres s'élargit. Ici, le prix des logements n'est pas dicté uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Il est aussi le produit d'un système verrouillé, réglementation de zonage strict, priorité donnée aux maisons individuelles, fiscalité foncière lourde, et surtout l'arrivée massive d'investisseurs étrangers, qu'ils viennent de Russie, de Chine ou du Moyen-Orient, qui considèrent Manhattan comme un coffre-fort sûr.
Résultat, les appartements accessibles à la classe moyenne disparaissent, tandis que de nouvelles tours de luxe poussent un peu partout. Même ceux qui travaillent à Wall Street, au cœur même de la finance mondiale, sont rattrapés par la réalité. Un employé de niveau intermédiaire peut manipuler des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars, mais peine à signer un bail pour un 2 pièces à Manhattan. De leur côté, les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, qui employaient autrefois des centaines de milliers de travailleurs immigrés, n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Plus de 40 000 emplois y ont été perdus. Les plus modestes voient leur gagne-pain disparaître, la classe moyenne perd son logement, et pendant ce temps, les ultra-riches achètent de nouveaux pantouzes. Sur scène, les projecteurs éblouissent et le spectacle fascine. Mais dans les coulisses, les travailleurs rentrent épuisés dans des sous-sols humides, infestés de rats. New York reste une icône, certes, mais une icône de l'inégalité plutôt que de l'opportunité. Car une ville peut-elle prospérer quand son moteur, les enseignants, les infirmières, les employés de bureau est pressé jusqu'à la dernière goutte? La question est là. New York mérite-t-elle encore le titre de capitale économique ou n'est-elle plus qu'un musée vivant de la fracture sociale? Et si New York incarne le théâtre cruel des inégalités, Los Angeles, capitale d'Hollywood, expose une autre tragédie, celle de l'explosion du sans-abrisme, un scénario digne d'un film, mais qui se joue aujourd'hui en plein cœur de la Cité des Anges. Numéro 6. Los Angeles. Los Angeles, la cité du soleil éternel, des rêves hollywoodiens et des fortunes colossales. Mais si vous empruntez aujourd'hui l'autoroute 101, vous découvrirez une toute autre réalité. Plus de tapis rouges, plus de projecteurs. À la place, des rangées interminables de tentes de fortune installées sous les échangeurs, formant une véritable ville parallèle. Un décor que même les scénaristes les plus audacieux n'auraient pas osé imaginer. La Californie concentre désormais près d'un tiers de la population sans-abri des États-Unis, et Los Angeles en est l'épicentre. Rien que l'an dernier, plus de 70 000 personnes s'y sont retrouvées sans toit, un chiffre jamais atteint auparavant. Imaginez un instant, assez de monde pour remplir le stade Sophie, mais au lieu des cris de la foule, c'est le silence et la détresse qui règnent. Les salaires n'arrivent plus à suivre, alors qu'un simple appartement délabré peut engloutir le revenu d'une infirmière, d'un employé de supermarché, voire même d'un jeune policier. Ajoutez à cela la crise de santé mentale, la prolifération de drogues bon marché et le prix exorbitant des assurances médicales, et beaucoup s'enferment dans un cercle vicieux qui les mène sous les ponts ou jusque dans les cimetières. Pire encore, la classe moyenne elle-même commence à vaciller. Certains travaillent encore chaque jour, mais leur maison, ce sont désormais leurs voitures garées sur le parking d'un Walmart. Los Angeles incarne un paradoxe cruel. Sur la même carte, on trouve des villas de plusieurs millions de dollars perchées à Beverly Hills, dominant des centaines de tentes en plastique qui tremblent au rythme des pots d'échappement. On surnomme la Cité des Anges, mais il semble bien que la moitié de sa population ait été abandonnée par ces anges. Avec ironie, certains disent qu'Hollywood vend toujours des fins heureuses. Sauf que pour les travailleurs, la fin se déroule sous un pont. Une satire amère, mais tristement juste. Alors, combien de temps encore avant que Los Angeles ne compte plus de camps de fortune que de salles de cinéma? Et surtout, y a-t-il encore un espace où la classe moyenne peut espérer survivre dans cette ville autrefois symbole du rêve américain? Si Los Angeles ressemble à un film dont le scénario sur les sans-abri paraît invraisemblable, à l'autre bout du pays, à Détroit, c'est une autre tragédie. Numéro 5. Détroit. Jadis cœur battant de l'industrie américaine, la ville s'est vidée jusqu'à devenir presque fantomatique. Autrefois, Détroit vibrait au son des moteurs Mustang, Cadillac et Chrysler. Le père travaillait à l'usine, la mère s'occupait du foyer, et le week-end, la famille entière allait voir un match. C'était ça, Motor City, la puissance industrielle et une classe moyenne prospère. Aujourd'hui, c'est une toute autre image. Des quartiers entiers désertés, des maisons aux fenêtres murées, des herbes folles qui dépassent la taille d'un homme. Dans les années 1950, Détroit comptait près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont moins de 700 000. Plus de la moitié de la population est partie, laissant derrière elle une ville trouée, comme un pain qu'on aurait grignoté par morceaux. Le coupable, ce n'est pas seulement le temps, mais aussi la mondialisation. Quand les usines automobiles ont délocalisé vers le Mexique ou l'Asie, Détroit a perdu des centaines de milliers d'emplois. À cela s'ajoutent des politiques ratées, la corruption et une gestion désastreuse qui ont conduit en 2013 à la faillite officielle de la ville, la plus grande jamais déclarée par une métropole américaine. Le marché immobilier s'est effondré dans la foulée. Des milliers de maisons vides, des quartiers transformés en villes fantômes. Les prix ont chuté à tel point qu'on pouvait acheter une maison entière pour le prix d'une télévision. Mais ce « bon plan » est en réalité un avertissement. Si c'est si peu cher, c'est parce que personne n'ose rester. Pas de travail, pas de sécurité, pas d'avenir. Ces logements abandonnés sont devenus des foyers de criminalité, des refuges précaires ou parfois même incendiés pour toucher l'assurance.
Détroit reste marqué par la nostalgie. Les habitants se rappellent avec émotion l'âge d'or, les rugissements des moteurs et la fierté de posséder une voiture américaine flambant neuve. Aujourd'hui, l'ironie est cruelle. On roulait en Mustang et maintenant on circule dans des rues sans lampadaire. Un refrain triste, presque comme une chanson Motown jouée faux. La grande question reste, Détroit peut-elle renaître un jour? Ou bien ces projets de rénovation ne sont-ils qu'une couche de peinture sur un mur fissuré? Les Américains de la classe moyenne regardent Détroit et se demandent, si la capitale de l'automobile a pu s'effondrer, ma propre ville est-elle vraiment à l'abri? Détroit a perdu son socle industriel, mais Phoenix, elle, risque de perdre son eau. Numéro 4 Phoenix. Pendant longtemps, la capitale de l'Arizona était vue comme un refuge idéal pour les familles modestes. Ceux qui ne pouvaient plus se loger en Californie venaient ici, espérant un pavillon avec jardin et petite piscine pour le prix d'un minuscule studio à Los Angeles. Mais ce rêve s'éteint peu à peu. En moins de 10 ans, les prix de l'immobilier ont bondi de près de 80%. La maison autrefois abordable est devenue un luxe. L'afflux de nouveaux habitants venus de Californie, de Seattle ou de New York accentuait la demande, alors que l'offre de logement peine à suivre. Les spéculateurs s'en sont mêlés, faisant grimper encore plus les prix. Et pendant ce temps, le changement climatique ajoute une pression terrible. Sécheresse, température record et raréfaction de l'eau du fleuve Colorado. On peut construire des maisons, mais on ne peut pas créer de l'eau à l'infini. Les habitants en font les frais chaque été. Quand le mercure grimpe à 43 degrés Celsius, la facture d'électricité pour la climatisation devient insoutenable. Les prix de l'eau explosent aussi, car la ville limite les prélèvements. Ceux qui avaient choisi Phoenix pour faire des économies dépensent finalement autant que dans les grandes métropoles côtières. Phoenix ressemble à une oasis artificielle dressée en plein désert. Mais désormais, c'est le désert qui reprend ses droits. Cette ville, autrefois symbole de l'accession facile à la propriété, se transforme en leçon amère. Rien ne reste abordable éternellement, surtout lorsque la spéculation et la nature s'allient. Reste à savoir si Phoenix deviendra un modèle de ville durable en plein désert, ou si elle finira comme un nouveau Las Vegas, où l'on joue non seulement avec l'argent, mais aussi avec l'eau et l'avenir. Pendant que Phoenix affronte le climat et l'immobilier, Houston vit au rythme du pétrole et de l'endettement. Numéro 3 Houston. Jadis surnommée la capitale mondiale de l'énergie, la ville a toujours dépendu du baril pour dicter son tempo, des salaires des ingénieurs jusqu'au prix des maisons. Mais cette dépendance en a fait une embarcation fragile. Quand la mer est calme, elle file vite, mais quand la tempête éclate, elle chavire. Souvenez-vous de la chute des prix du pétrole en 2014. Des dizaines de milliers d'emplois envolés en quelques mois, des immeubles de bureaux vides dans le corridor énergétique, des bars fermés. Aujourd'hui encore, Houston avance sur un fil. Dès que les prix du pétrole baissent, c'est toute l'économie qui vacille. Non seulement des emplois disparaissent, mais le marché immobilier s'effondre aussi. Une maison estimée à 500 000 $ peut tomber à 400 000. Cela peut sembler élevé, mais pour ceux qui croulent sous des crédits immobiliers, c'est un cauchemar. Et ce n'est pas tout. Houston subit aussi la colère de la nature. Presque chaque année, la ville est frappée par des inondations massives. L'ouragan Harvey, en 2017, a détruit des centaines de milliers de logements, noyant des quartiers entiers jusqu'au toit. Depuis, les assurances habitation y coûtent une fortune. Non seulement les habitants doivent rembourser leur crédit immobilier, mais ils doivent aussi assumer des assurances contre les inondations de plus en plus chères. Le résultat, c'est ce paradoxe bien connu aux États-Unis. Les salaires de la classe moyenne stagnent, alors que le coût de la vie grimpe et que l'immobilier suit les variations du pétrole. Quand les prix du baril explosent, les maisons s'envolent, mais quand le marché s'effondre, c'est Houston qui vacille. Ses habitants sont coincés dans un cycle sans fin, entre prospérité et crise. La ville regorge d'énergie, mais manque cruellement de stabilité. Quelqu'un a d'ailleurs lancé une boutade. Houston, on a un problème. Mais cette fois, il n'est pas dans l'espace. Effectivement, la difficulté ne vient pas de la NASA, mais du quotidien de ses habitants. Et la vraie question est là. Combien de temps une ville peut-elle tenir quand son destin dépend du prix du pétrole, un élément totalement hors de son contrôle? Si Houston vit au rythme de l'or noir, Las Vegas, elle, vit au rythme de la dette. Numéro 2 Las Vegas. Rien qu'à prononcer son nom, on imagine les néons étincelants, les casinos sans sommeil et le slogan bien connu. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Sauf que les factures de logement, elles, ne restent pas sur le strip. Elles suivent les habitants jusque dans leur portefeuille, et elles ne cessent de grossir. Aujourd'hui, les loyers absorbent plus de 35% du revenu moyen. Autrement dit, même avec un emploi stable, chaque dollar gagné ressemble à un jeton posé sur une table de roulette. Depuis toujours, l'économie locale repose sur le tourisme et le jeu. Quand les visiteurs affluent, tout roule. Mais il suffit d'un ralentissement,
comme la pandémie ou l'inflation récente, et des milliers d'emplois disparaissent du jour au lendemain. Et il ne faut pas oublier que Vegas fut l'un des symboles de la crise de 2008, quand les saisies immobilières ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt élevés et des prix qui flambent, ce spectre plane à nouveau. Résultat, les serveurs de bars, les agents de sécurité des casinos, les employés des hôtels se retrouvent piégés. Les traites sont lourdes, les loyers intenables, et leurs revenus dépendent de touristes chinois ou de congressistes new-yorkais. En clair, leur vie entière ressemble à une partie de poker, mais pas dans les casinos, dans leur propre maison. À Las Vegas, perdre n'est plus seulement une histoire de cartes, c'est parfois perdre son toit. Difficile de faire plus ironique pour une ville censée offrir du divertissement. Et la grande question demeure. Combien de temps une métropole peut-elle continuer à se développer si ses fondations reposent uniquement sur la chance? Si Vegas a transformé l'immobilier en pari risqué, Washington DC en a fait une équation politique. Numéro 1. Washington DC. La capitale est souvent surnommée le marécage, non seulement pour ses intrigues, mais désormais aussi pour ses prix immobiliers. C'est là que se décident des budgets colossaux, et pourtant un pompier ou un instituteur ne peut même pas se permettre de louer un simple studio. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Le problème se niche au cœur même du système. Entre agences gouvernementales, cabinets de lobbying, think tanks et géants de l'armement autour du Capitole, la demande de logements explose. Or, avec des règles d'urbanisme strictes et peu de constructions nouvelles, l'offre reste bloquée. Résultat, les loyers et les prix flambent bien au-delà des salaires des fonctionnaires de base. Ceux qui assurent le quotidien, policiers, secouristes, enseignants sont forcés de s'exiler en banlieue avec des trajets interminables chaque jour. Imaginez, pendant que le Congrès débat de budget à 1000 milliards, des infirmiers de nuit peinent à réunir de quoi payer leur prochain loyer. La situation est si absurde que certains ironisent. Washington ne se contente pas d'imprimer des billets, Washington imprime aussi des factures de loyer. La capitale offre un contraste saisissant, des bâtiments majestueux, des drapeaux flottant fièrement, et, juste à côté, des policiers buvant un café bon marché en se demandant s'ils doivent déménager dans le Maryland ou en Virginie. Et si même le cœur politique du pays, censé incarner la puissance et l'abondance, ne parvient pas à garantir un minimum de stabilité pour ses travailleurs, que nous dit ça de la base même de l'Amérique? Nous venons de parcourir 10 villes américaines en difficulté. Chacune a sa propre histoire, mais toutes partagent un même fil rouge. Des emplois en recul, un logement devenu inabordable, et une classe moyenne, pourtant colonne vertébrale de la nation pressée jusqu'à l'asphyxie. L'image des États-Unis ressemble à celle d'un géant toujours debout, mais dont les jambes tremblent dangereusement. Alors, vivons-nous une renaissance en préparation, ou un lent déclin de l'intérieur? À présent, c'est à vous. Selon vous, quelle sera la prochaine grande ville frappée par cette double crise du logement et de l'emploi? Existe-t-il encore une porte de sortie pour l'Américain moyen? Ou bien jouons-nous tous sur un terrain de plus en plus inégal? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Toutes les données et informations présentées ici proviennent de rapports et de sources publiques, compilés uniquement dans un but d'analyse et de discussion. Ce contenu n'a rien d'un conseil financier, politique ou d'investissement, c'est simplement une conversation ouverte sur ce qui se passe autour de nous.